Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. La motivation, comment ça marche ? La motivation, c'est un sujet récurrent de préoccupation pour à peu près tout le monde. Les parents, les profs, les politiciens, les collaborateurs, les managers, les RH, les patrons. Enfin, je pense pas qu'il y ait une catégorie de personnes qui ne sont pas intéressées par savoir la motivation, comment ça marche. Parce que la motivation, c'est quelque chose qui nous permet de prédire le futur, quelque part. Si on réfléchit bien, on se dit la motivation, c'est ce qui va m'indiquer si quelqu'un va faire quelque chose ou pas. On dira s'il est motivé ou pas. Donc, je pense que c'est intéressant qu'on se penche sur la question. Alors, comme c'est un peu un fourre-tout, la motivation, on va essayer de mettre de l'ordre. On va se poser 4 questions. Numéro 1, qu'est-ce que la motivation au travail ? Alors, motivation au travail parce que c'est ce qui nous intéresse dans ce podcast, le monde professionnel. Donc, question 1, qu'est-ce que la motivation au travail ? 2, comment et quand les employés sont-ils motivés pour effectuer une certaine tâche ? 3, comment peut-on mesurer la motivation au travail ? 4, quels sont les facteurs connus pour stimuler la motivation au travail ? Avec ces 4 questions, normalement, on devrait répondre à la question, la motivation, comment ça marche ? Alors, sur quoi est-ce que je me base ? Eh bien, je me base sur une étude, une revue qui a été commandée par le CIPD, qui est une association RH internationale, anglophone, basée sur 74 articles publiés entre 2000 et 2020, qui sont soit des articles de revue, des articles de méta-analyse, donc des articles qui eux-mêmes essayent déjà de résumer des choses. Donc, publiés entre 2000 et 2020, on est dans le state of the art, on est dans le nec plus ultra de l'explication de comment fonctionne la théorie au mieux des connaissances scientifiques du moment. Vous êtes prêts ? Bon, on est parti. Question 1, qu'est-ce que la motivation au travail ? Alors, il y a 25 définitions. Moi, j'en ai choisi une, qui est celle qui est donnée dans la revue. Donc, la motivation au travail fait référence aux besoins ou aux raisons pour lesquelles les employés s'efforcent d'accomplir leur travail quotidien au mieux de leurs capacités. Ça tombe bien, on est bien dans le monde professionnel, on voit qu'il y a des choses à faire, accomplir leur travail quotidien, et on aimerait bien savoir quels sont ces besoins et ces raisons pour lesquelles ils vont s'efforcer de le faire au mieux de leur capacité. Donc, parenthèse, juste pas de le faire, mais de le faire au mieux de leur capacité. Bon, alors, on peut noter la différence entre, vous voyez, la motivation, je dis que c'est un fourre-tout parce que pour certaines personnes, la motivation, c'est le résultat de la tâche, pour d'autres, c'est... Bon, alors en fait, il y a 3 choses différentes. Il y a donc les facteurs qui favorisent la motivation, ce qui intéresse l'encadrement, évidemment, surtout si c'est prédictif. Donc, quels sont les facteurs qui favoriseraient l'action ? Quels sont les mécanismes qui lient ces facteurs aux résultats ? C'est ce qu'on appellera les théories de la motivation. Et puis, finalement, quels sont les résultats de ces mécanismes ? Donc, quelle est la performance ? Donc, on a des facteurs et une performance. Et puis, au milieu, on a des théories qui vont essayer de lier les facteurs avec la performance. Donc, motivation au travail, besoins ou raisons pour lesquelles les employés s'efforcent d'accomplir leur travail quotidien au mieux de leur capacité. Bon. On a déjà mis un peu d'ordre, on continue. Alors maintenant, c'est le gros morceau. C'est le bout le plus long de ce podcast. Comment et quand les employés sont-ils motivés pour effectuer une certaine tâche ? Donc on pose la question de, finalement, comment est-ce qu'on peut expliquer, quel est le mécanisme qui va faire que on va pouvoir lier certains facteurs à certains résultats. Donc, il y a 3 catégories de théories. Il y a les théories soutenues scientifiquement, donc des trucs solides. Il y a des théories qui sont obsolètes, et puis il y a des théories qui sont réfutées, donc fausses. On aura une petite surprise à ce niveau-là. On commence bien sûr par les théories soutenues scientifiquement. Alors, j'essaie de faire un survol de ces théories. On pourrait y passer un épisode par théorie. J'essaie de faire un résumé. Alors, ces théories soutenues scientifiquement, il y en a 4. C'est pas non plus
du monde, il y en a 4, on va essayer de voir les 4 l'une après l'autre. La première, c'est une théorie à laquelle je fais référence de temps en temps dans mes formations, qui est la théorie de l'échange social, ce qu'on appelle la Social Exchange Theory. Je ne vous donne pas les mots en anglais pour paraître savant, c'est parce que souvent sur Internet, vous allez trouver beaucoup d'articles et d'informations en tapant les mots anglais qui correspondent à ces théories. Donc je vous donne, quand c'est nécessaire, le terme anglais. Donc Social Exchange Theory, théorie de l'échange social qui dit en gros que c'est la confiance est un moteur de la motivation. Donc je vais observer le comportement autour de moi, je vais faire ce qu'on appelle une inférence, donc une hypothèse sur la confiance que je vais faire par rapport à si je fais quelque chose, qu'est-ce qui va se passer. Donc est-ce que je peux prendre un risque finalement pour cette action, et donc je vais être motivé ou pas à le faire en fonction de la confiance que j'ai calculée quelque part. Et puis on a le thème de la réciprocité, y compris avec l'organisation. Je suis motivé par ce que je reçois. Il y a cet échange, d'où l'idée de Social Exchange Theory. Vous voyez que c'est une théorie sociale. C'est pas une théorie psychologique. Les deux dernières sont des psychologiques. Celle-là est une théorie d'identité sociale. Deuxième théorie soutenue scientifiquement, la théorie de l'identité sociale, qu'on appelle la Social Identity Theory, qui est finalement, ces deux-là sont des compléments aux théories psychologiques. Ici, l'idée, c'est que l'importance pour un individu de l'appartenance à certains groupes détermine la motivation. Alors, par exemple, je suis un père de famille, donc j'appartiens au groupe des pères de famille. Donc, qu'est-ce qui est important pour le groupe des pères de famille ? C'est le temps de présence à la maison. Donc, comme je fais partie à ce groupe, alors, pour moi, le temps de présence à la maison sera important. Puis on peut faire ça pour un certain nombre de groupes. Alors évidemment, on appartient tous à plusieurs groupes, et donc c'est en sachant, en mesurant finalement pour mes employés à quel groupe est-ce qu'ils pensent le plus appartenir, que je vais pouvoir déterminer certaines motivations. Autre élément qui est intéressant, une espèce de conséquence de cette théorie de l'identité sociale, c'est que l'identification à un groupe booste la confiance en soi, le sentiment personnel d'efficacité, donc la motivation. Si je suis un jeune stagiaire dans une entreprise informatique et puis que je m'identifie au groupe des développeurs, par exemple, eh bien, si je m'identifie à ce groupe, je vais me sentir faire partie de ce groupe. Je vais peut-être prendre certaines des caractéristiques de ce groupe. J'ai commencé à parler en langage kabbalistique avec des acronymes, etc. Et donc, tout ça va renforcer ma confiance en moi et donc, du coup, ma motivation. Donc voilà les deux théories sociales soutenues scientifiquement, la théorie de l'échange social et la théorie de l'identité sociale. Maintenant, les deux théories soutenues scientifiquement, qui sont les théories psychologiques. La première, qui est la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, dont je parle souvent dans mes formations, dans lesquelles on dit en gros, il y a 3 besoins fondamentaux de l'être humain et qui sont évidemment applicables dans le monde professionnel. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin, alors le mot anglais c'est relatedness, c'est le besoin d'appartenance et de lien, c'est un mélange des deux. Vous voyez que related c'est en lien avec et relatedness c'est cette capacité à avoir ce lien et cette appartenance. Alors, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi ce sont des besoins fondamentaux. C'est lié en fait à la théorie de l'évolution, puisque pour survivre, l'être humain, si on réfléchit bien, autonomie, oui, bien sûr, compétence, oui, pour survivre, et puis, ce qui est intéressant chez l'être humain, c'est justement cette idée de relatedness, c'est-à-dire que la connexion sociale aide à la compétence, aide à pouvoir réaliser des choses, des tâches. Donc, théorie de l'autodétermination. Ce qu'elle dit aussi, cette théorie, c'est que, alors à la base, Deci et Ryan avaient postulé que c'est seulement la motivation intrinsèque qui était valable. Et en fait, on s'est aperçu qu'un bon mélange de motivation intrinsèque et de motivation extrinsèque donne les meilleurs résultats. Motivation intrinsèque donne de bons résultats, mais un combinaison des deux donne un meilleur résultat. C'est lié aussi au profil des personnes à qui vous adressez. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment, par exemple, quand on les motive de l'extérieur. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais disons, en général, une combinaison de motivation intrinsèque ou de facteurs intrinsèques et de facteurs extrinsèques donne les meilleurs résultats. Donc, c'est la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan.
Et puis, deuxième théorie psychologique de la motivation, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'autorégulation, qui vient de Bandura, dont on a aussi parlé dans ce podcast, dans lesquelles ça se passe en 3 étapes. Donc, on commence par surveiller ce qui se passe en nous, on évalue ce qui se passe en nous, et ensuite on peut avoir des réactions par rapport à une tâche. Exemple, je dois travailler ce matin. Bon, je vais regarder un petit peu comment je me sens. Je vais évaluer. Est-ce que ça va être bien, pas bien? Est-ce que je vais recevoir quelque chose? Est-ce que ça va m'amener quelque chose? Et puis après, je vais réagir par rapport à cette évaluation. Ce qui est intéressant dans la théorie de l'autorégulation de Bandura, c'est qu'il y a 4 composantes. Et la première, c'est une certaine norme du comportement souhaité. Qu'est-ce qu'on attend de moi, en fait? Et vous voyez que si ça n'est pas clair, je peux pas être motivé. Donc, quelque part, des instructions claires, une vision claire, ça peut aider à la motivation parce que je sais ce qui est attendu de moi. C'est la première composante. Ensuite, il y a la motivation à respecter cette norme. Alors, vous pourriez, c'est une théorie de la motivation qui parle des motivations. Ben oui, c'est parce qu'une fois que j'ai le comportement souhaité, c'est voilà, dans quelles conditions est-ce que je vais les respecter? On va surveiller les pensées et les actions qui précèdent la déviation ou la violation d'une norme. C'est-à-dire que je vais me surveiller, je vais me dire, mais attention, peut-être que je vais dévier, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, si je tire un peu au cul, pardonnez mon français, est-ce que ça va se voir ou pas? Troisième composante. Et puis, quatrième, c'est ce que j'étais en train de faire, la volonté de contrôler les envies d'enfreindre une norme ou pas. Donc vous voyez que ce qui est intéressant avec la théorie de l'autorégulation de Bandura, c'est qu'en fait, elle consiste principalement à nous empêcher de faire des choses que nous savons ne pas devoir faire, parce qu'elles sont en conflit avec nos objectifs à long terme. Donc ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est que vous voyez que au travers de la norme du comportement souhaité, on a l'environnement qui influe sur nous. Donc c'est une espèce de théorie psychosociale, parce qu'on a le social qui influe sur nous. Je dois être un bon père, je dois être un bon employé, je dois être un bon patron, etc. Mais il y a toute la partie dynamique intérieure. Donc, ces 4 théories de la motivation, théorie de l'échange social, théorie de l'identité sociale, théorie de l'autodétermination, théorie de l'autorégulation, sont les théories qui sont soutenues scientifiquement. Donc si vous en entendez parler, si vous avez des gens qui vous présentent des choses, si vous avez des consultants qui viennent chez vous, demandez-leur sur quoi ils basent leur travail, par exemple pour la motivation des équipes et des cadres, par exemple. Il y a toute une série de théories qui sont obsolètes, on va pas y passer beaucoup de temps, parce que c'est pas le but du podcast. Il y a toute une série, la première, une qui est assez connue, qui est la théorie du renforcement, conditionné ou pas, Pavlov, le chien, Skinner. Théorie trop limitée, donc obsolète, parce que simplement extrinsèque. C'est vous savez, la théorie du renforcement conditionné, c'est la cloche qui sonne et donc je salive, pour le chien. Enfin, pas moi, mais peut-être moi aussi, mais c'est une théorie qui est seulement extrinsèque, donc trop limitée. Donc cette théorie du renforcement a été dépassée. La théorie des pulsions, de Hull et de Spence, pareil, pulsion intérieure, donc trop limitée la théorie, car seulement intrinsèque. Donc elle a aussi été dépassée. La théorie de la dissonance cognitive de Festinger, où là on a un problème de concept pas très clair et puis alors de recherche méthodologiquement peu solide. Donc c'est pas que les idées données par Festinger sont fausses, mais c'est qu'on n'est pas vraiment sûr que la théorie fonctionne. On a aussi la théorie des caractéristiques de l'emploi de Oldman et Hackman, qui est aussi trop limitée car elle est basée seulement sur la tâche. La théorie de la caractéristique de l'emploi ou de la tâche, c'est par exemple de dire que il faut une variété de compétences dans la tâche, il faut une tâche qui soit complète, par exemple, plutôt que de saucissonner des tâches à la chaîne, par exemple. Donc cette théorie des caractéristiques de l'emploi a été étendue, en particulier dans la théorie de l'autodétermination. La théorie de l'expectance de Vroom, où là on a aussi beaucoup de problèmes méthodologiques dans la manière dont Vroom a conduit ses recherches, et puis en fait elle est inclue dans la théorie de l'autorégulation. Alors par exemple, moi j'ai un cours récemment où j'ai parlé de la théorie de l'expectance de Vroom, eh bien j'enlèverai cette partie-là du cours, et je la remplacerai par la théorie de l'autorégulation de Bandura. Et puis la dernière théorie obsolète, théorie de la comparaison sociale de Festinger, qui est aussi remplacée par une autre théorie, donc quelque part, c'est pas qu'elle est fausse, mais on l'a trouvée mieux depuis. Donc vous voyez que ces théories obsolètes, c'est pas très grave si elles sont utilisées, mais elles sont soit peu précises, soit dépassées, soit méthodologiquement pas top, donc on va plutôt s'interdire de les utiliser.
Et il y en a 2 des théories qui sont réfutées, dont on sait qu'elles sont fausses. Alors maintenant, vous êtes bien assis dans vos sièges, parce que ce sont les 2 que vous connaissez certainement. La théorie de la hiérarchisation des besoins de Maslow, puis la théorie bifactorielle de Herzberg avec ses facteurs d'hygiène. Ces 2 théories ont été réfutées, ça veut dire qu'elles ne sont pas valables. Et vous aurez deviné, j'en parle dans un des cours que je donne, donc de nouveau, pareil. Ça va disparaître de mon cours. Théorie de Maslow, théorie de Herzberg. Donc, si on résume, on va se focaliser, nous, sur 4 théories de la motivation soutenues scientifiquement. Échange social, identité sociale, autodétermination, autorégulation. 3e question, comment est-ce qu'on peut mesurer la motivation au travail? Il y a une réponse qui est très très simple. Il y a une échelle qui s'appelle l'échelle multidimensionnelle de motivation au travail, en anglais Multidimensional Work Motivation Scale, qui est abrévié MWMS. Vous tapez MWMS dans Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous tombez dessus. C'est une échelle qui est scientifique, scientifiquement validée dans au moins 7 langues différentes, j'ai vu un article là-dessus, et qui est gratuite. Alors, le service n'est pas gratuit, évidemment, si je vous demandez à ce que je vienne le faire pour vous, je ne vais pas le faire pour vous, mais vous n'allez pas payer un droit de licence d'utilisation. C'est aussi un des signes que l'outil que vous allez utiliser, s'il est gratuit, c'est qu'il est dans le domaine public, donc il est scientifique, il a une base scientifique. Une des raisons pour lesquelles il faut payer des frais quand on utilise n'importe lesquels des outils pour lesquels il faut payer cher, c'est parce qu'il y a un intérêt commercial derrière. Alors que là, il n'y a pas d'intérêt commercial. On est au plus proche de la vérité, donc c'est gratuit, puisque c'est du domaine public. La vérité est encore, j'espère pour longtemps, dans le domaine public. Donc, vous pouvez trouver des questions, chez RH. Vous pouvez faire un questionnaire en interne. Vous n'avez pas besoin de personne d'autre. Et puis, vous faites... Et en utilisant cette échelle-là, vous savez que vous vous basez sur des choses qui donnent des résultats qui sont probants. C'est-à-dire que si vous agissez sur les résultats de cette mesure de motivation, eh bien vous aurez des résultats. C'était la 3e question. On arrive à la dernière, qui est peut-être en fait la plus importante, parce que les théories, on me dirait, Vincent, t'es gentil avec tes théories, on sait que t'aimes ça, mais ça ne nous sert pas à grand-chose. Alors, vous avez raison, vous avez tort. La théorie en elle-même ne sert à rien, mais par contre, elle explique les choses et elle nous donne une meilleure assurance que ce que nous allons faire porte plus de résultats. Alors, quels sont les facteurs connus pour stimuler la motivation au travail? Alors, je vous donne les 9 premiers. Il y en a 9. Vous verrez qu'on a de vieilles connaissances, on a des retours. Alors, je vous les donne sans plus attendre. Facteurs connus pour stimuler la motivation au travail. Numéro 1, objectifs. Poser des objectifs, suivre des objectifs, discuter des objectifs, c'est un facteur de motivation. 2e facteur, feedback. Vieille connaissance. Le feedback permet l'autorégulation. Entre parenthèses, ce que je ne vous dirai pas pour chacun de ces facteurs, c'est qu'il est lié à une ou plusieurs des théories qu'on vient de donner. Alors je vous l'ai pas dit pour l'objectif, mais vous voyez que pour le feedback, on est lié à l'autorégulation et à l'autodétermination. Donc, facteur numéro 2, feedback. Facteur numéro 3, reconnaissance. Facteur numéro 4, récompense financière, le grand retour. Beaucoup d'études relativement solides montrent que les récompenses financières sont un facteur de motivation. Numéro 5, le sens perçu du travail. Grand thème à la mode. Le sens, le meaning, le purpose, comme on dirait en anglais, la finalité du job de l'entreprise. Donc le sens perçu du travail est un facteur de motivation. Numéro 6, le soutien perçu du manager. Notez que pour ces 2 facteurs-là, on a perçu. Ça rend la chose plus compliquée. Sens perçu du travail, soutien perçu du manager. Donc là, il y a un travail de communication important à faire. Numéro 7, autonomie. Sans surprise. Numéro 8, sécurité psychologique. Autre thème à la mode, qui vient de l'étude Google. Donc ils cherchaient l'article de New York Times de 2016, où ils cherchaient l'équipe parfaite, comment est-ce qu'elle fonctionnait. Ils sont tombés, eux, sur la sécurité psychologique. Et puis, dernier facteur connu, c'est l'équité perçue. L'équité perçue. Est-ce que on me traite
d'une manière que je perçois comme équitable. De nouveau, il y a le perçu, donc attention à la communication. Donc, objectif, feedback, reconnaissance, récompense financière, sens perçu du travail, soutien perçu du manager, autonomie, sécurité psychologique, équité perçue. 9. Ce que vous dit la science, tel que connu actuellement, c'est que si vous travaillez sur les 9 facteurs, vous aurez une équipe et des collaborateurs motivés. Alors mon call to action pour vous, eh bien, c'est de regarder, si vous êtes un individu, prenez en fait ces différents facteurs et évaluez-vous sur ces acteurs. Est-ce que je me pose des objectifs ? Est-ce que je reçois du feedback ? Est-ce que j'en demande ? Etc., etc. Si vous êtes un chef d'équipe, si vous êtes un chef de département, regardez comment est-ce que ces facteurs sont mis en œuvre dans vos équipes, dans votre département. Est-ce que je favorise l'autonomie ? Est-ce que les managers sont perçus comme étant des forces de soutien, etc. Si vous êtes RH, est-ce que vos processus d'entreprise favorisent la mise en place de ces différents facteurs ? Donc il y en a pour tout le monde, la boucle est bouclée, la motivation intéresse tout le monde, que vous soyez un individu ou une organisation. Et donc avec ces 9 facteurs, eh bien, nous avons, c'est pas une recette, c'est plutôt une série d'éléments à regarder, à identifier, à travailler, pour pouvoir simplement favoriser la motivation au travail. Et évidemment, si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. info@coapta.ch, www.coapta.ch. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je me réjouis de vous retrouver au prochain. À bientôt. Ciao.